Bonjour Davidé, merci de nous recevoir. Bonjour. Tu es réputé comme le plus grand marchand au monde, Non, non, le plus grand marchand de montres au monde. non, non, je suis un marchand de montres et je travaille depuis beaucoup d'années, c'est pour ça que je connais beaucoup de personnes. D'accord. Je ne suis pas le plus grand, peut-être le plus gros. À quel moment comment ça s'est précisé le fait d'être marchand de montres et quel est ton parcours pour arriver là où tu es aujourd'hui? Ah, ça c'est facile. Le fait c'est que je suis comme Pas ça. facile à faire, mais c'est C'est facile à dire. facile à dire. Moi je suis un certain type de, comme on dit, je ne sais pas en français, fil d'art. Mon père était un marchand de bijoux anciens. D'accord. Il était un marchand de bijoux anciens. Et dès que j'avais 8 10 ans, il m'a amené avec lui. Il achetait beaucoup sur la place de Londres et il m'a amené avec lui à voir les marchés ou les marchands de bijoux anciens parce qu'il comptait beaucoup que moi j'allais prendre la passion comme lui des bijoux. Hmm. Et la chose, c'est que toutes les fois qu'on allait chez des marchands ou au petit marché de Londres, que tu connais, les marchés Bien sûr. des antiquaires au Portobello, les samedis, qui était un marché très important dans les années 70 et 80 quand j'étais petite. Et toutes les fois qu'on allait là-bas, moi je regardais toujours les montres. Le moment que j'avais le temps, j'échappais de mon père et j'allais regarder les boîtes de montres. Je me rappelle très bien, je voyais les boîtes avec les submarinaires militaires anglais qui ça coûtait à l'époque 55-17. oui, 55-17 militaires. Ça se vendait en Angleterre avec les Hamilton militaires qui étaient les mêmes choses pour eux à l'époque. Il n'y avait pas les marchés des Rolex des collectionnistes. Quels étaient les prix de ces militaires? Les prix c'était comme 150 pounds à l'époque, 150 pounds. oui, Ouais. 150, 200 pounds, tu pouvais trouver tous les... Il y avait des marchands qui avaient des boîtes tout pleines de submarinaires militaires, choses comme ça. Ça paraît Et moi, incroyable. moi j'étais déjà à l'époque, j'avais 10 ans, j'avais ma petite collection de montres, peut-être j'avais les Porsche Design des IWC à l'époque, tu te rappelles cette petite montre noire Ouais. avec la voiture derrière, où j'avais des petites montres, absolument Bien sûr, rien ouais. de valeur, mais j'avais déjà 8 10 montres que je me regardais. Et mon D'accord. père, c'était la disparition pour lui parce que depuis que j'ai grandi, il voyait que toujours je regardais plus de temps aux montres qu'aux bijoux. Moi, j'aime beaucoup les bijoux. Tu as choisi ta voie tout seul. Absolument, Et absolument. une 55-17 aujourd'hui, les prix, bon, Les ça prix évolue beaucoup, aujourd'hui, mais les prix marchands, juste pour une belle montre, c'est autour de 100 000 euros. Et c'est une des montres qui est devenue une des plus recherchées par les collectionnistes parce qu'en effet, c'est une montre historique très importante pour Rolex. Parce que le fait que les gouvernements et les militaires à l'époque, ils s'appuyaient à Rolex pour avoir des montres pour l'armée, ouais. pour l'armée, c'était une chose très importante. Et aujourd'hui, c'est très rare de en trouver une en bon état aussi parce que les personnes qui les portaient, c'était pas des gens qui avaient particulièrement soin Ouais. de la montre comme si c'était quelque chose C'était de une valeur. Tool Watch. Absolument. Et tu racontes l'évolution entre 150 pounds et aujourd'hui 100 000 euros. 100 000 euros. En combien de temps, le delta? Ah, je peux te dire, c'est une chose de 30 ans. 30 ans. 30 ans, parce que 30, oui, oui. On connaît ton âge maintenant. Oui, oui, c'est vrai. Et encore une fois, je dois te dire que je crois vraiment le marché des montres, c'est un marché très solide et c'est un marché guidé par l'amour que les collectionnistes ont pour leurs montres. Ouais. Alors, también, c'est pas un marché encore qui est commandé seulement de la spéculation. Et c'est un marché où les collectionnistes, ils aiment beaucoup leurs montres et quand ils achètent quelque chose, ils l'achètent parce que vraiment ils la Il y a une désirent. passion, il y a une ouais. vraie passion, tu sais. Moi, j'ai vu dans des autres marchés très importants et plus importants que ça, mais beaucoup de fois, il y a vraiment trop l'œil à l'investissement. Ouais. Quelqu'un, il achète la voiture, maintenant la Ferrari ou le diamant en pensant dans 3 ans combien je peux faire. Ouais. Les montres, c'est une chose vraiment différente. Ouais, Si tu tu peux les la porter, achètes tu peux la... avec la passion, ils te donnent beaucoup de satisfaction. Mm. Et aussi, l'investissement, ça devient dans le temps. Si tu achètes une chose qui te plaît, c'est tout d'origine et tu as un très bon advisor qui te conseille, alors dans le temps, il te paye toujours. Aussi, dans le cas de l'investissement et dans le cas de la monnaie. Mais tu dois acheter les choses qui te plaisent. Tu sais que dans la phrase que tu as dit là, c'est ce que je répète souvent aux gens qui m'entourent et qui me disent qu'est-ce qu'il faut que j'achète.
Et je leur dis, arrêtez de penser à l'investissement, achetez une montre qui vous plaît. Et c'est déjà le maître mot de la collection et de la passion. C'est qu'il faut que la montre, quand tu la portes et que tu la vois, il faut qu'elle te fasse vibrer. Absolument. Autrement que dire, je vais l'acheter dans le but de gagner de l'argent sur la revente, etc. Ça, c'est le premier commun. Tu dois suivre ta passion, tu dois suivre ton goût. Et puis, tu dois être conseillé par un advisor, mais seulement pour ce qui concerne la qualité et peut-être en relation entre les prix et la rareté de la montre. Bien sûr. Mais sinon, pour l'autre chose, tu dois seulement suivre ce qui c'est ton idée, parce que tu peux acheter des Movado Chrono qui sont des montres exceptionnelles. En termes de finition, les mouvements sont top. Absolument, la qualité c'est exceptionnelle. Et si tu les aimes dans le temps, tu les gardes pour des années, ils te payeront aussi d'un point de vue de l'investissement. Ouais, tu ne perdras pas d'argent. Absolument. Si je vais dans le cas contraire de ce qu'on dit, mais aujourd'hui, si on parle d'investissement pur en termes d'horlogerie, tu conseillerais de te diriger vers quel type de pièces? On a vu les Paul Newman qui ont fait des prix avec la Ventilation One faramineux. Comment tu vois l'évolution des Paul Newman? Est-ce que tu crois que ça va encore augmenter ou est-ce que tu crois qu'on est arrivé à un plancher? Absolument, ça va encore augmenter. Si on veut parler d'un autre moyen, si on veut laisser un petit à côté la passion, si on veut traduire les montres comme des produits financiers, on peut le faire, absolument, pas de problème. Les montres, ils peuvent être des produits financiers, ils peuvent être achetés par des investisseurs comme seulement des choses qui doivent avoir une augmentation de prix, une évolution dans le temps des prix. À ce point-là, sûrement, Rolex et Patek, toujours comme ça toujours été, ils vont être toujours encore les pièces solides. Sur le podium. Absolument. Parce que c'est très facile à penser qu'avec la rareté des belles montres qu'il y a dans les marchés, la demande de pièces particulières de Rolex et de Patek va augmenter sûrement toujours. Il n'y a pas plus de produits sur le marché. Absolument. Donc, et aussi, c'est très difficile de trouver la qualité et la bonne état de conservation de la montre. Et la demande va augmenter et l'offre, ça va diminuer. C'est le marché de l'offre et de la demande. C'est un marché très très simple, absolument aussi du point de vue de l'investissement, il n'y a pas absolument aucune peur à acheter des montres rares, des Patek ou chères. Aussi en considérant que le marché des montres, c'est vraiment un marché encore vraiment très jeune. Ouais, c'est seulement 30 ans qu'il est là, peut-être 25, 30 ans. Et les autres marchés de collectionnisme comme les bijoux, l'art, les tableaux, et les automobiles de collection, ils sont là depuis 50, 60, 100 ans. Voire 100 ans. Et alors, ce qui est en train de passer avec Instagram, c'est incroyable. Depuis les derniers 2-3 ans seulement, il y a un monde plus de tous les watch dealers du monde sont sur Instagram. Oui, mais il y a, je ne sais pas, tant de collectionnistes qui se connaissent pour cet Instagram et qui se montrent leurs montres. Et tu sais, c'est tellement... La passion, c'est commandé d'un désir de posséder. Ça, c'est vraiment quelque chose ça roule le monde dans toutes les choses, non? Et alors, quand tu vois une belle photo d'une montre sur Instagram, tant bien par moi que je suis un marchand et je dois te dire, j'ai vendu plus que peut-être 150 000 montres dans ma vie. C'est une question que j'allais te poser, ça. 150 000 montres? Oui, je pense que c'est un numéro. J'ai pensé plusieurs fois dans le monde, toutes les années que j'ai travaillé, combien de montres je vends par an et combien de montres ça me passe dans les mains. Je pense que quelque chose comme ça, c'est un nombre valable, absolument. Qu'est-ce que toi, tu as gardé dans ta propre collection, si ça ne dérange pas d'en parler, bien sûr. Mais... Non, absolument. Moi, j'achète toujours les montres parce qu'il me plaît et parce que je vois que le prix pour moi, au moment que je le vois, c'est juste. Ouais. Alors, c'est difficile que j'achète quelque chose parce que j'ai déjà quelqu'un qui la veut. Ça se passe parce que j'ai... Il y a aussi le fait que quand une montre est passée entre les mains de Davide Parmigiani, il y a une sorte de contrôle qui a été fait en amont et qui fait qu'elle est plus désirable peut-être parce que... J'espère bien et je te remercie beaucoup de ces commentaires, mais l'expérience que je me suis fait, c'était d'évaluer si la montre était d'origine ou pas d'origine et la montre de quelle année pouvait être. Mais certaines différences entre les moyennes dans lesquelles la R de Rolex c'est écrit dans une cadran ou l'autre, c'est des choses que
comme on dirait, à mes tempes, on ne regardait pas. Ouais. Ok. Moi, j'espère de toute façon, mes tempes, ils sont toujours aussi aujourd'hui, parce que moi, si je vois que la montre elle est belle, si je vois que l'état c'est étonnant ou incroyable, je l'achète. Ouais. Je l'achète, je la mets dans mon stock et puis après, je cherche les clients. C'est pour ça, pour répondre à ta première demande, je n'ai pas une vraie collection de choses que je ne vends pas. Moi, je suis marchand dans le DNA. Dans le DNA. Alors, c'est vrai que tout ce que j'ai, c'est en vente. Mais on doit seulement trouver le moment juste et les clients justes. Et alors, quand les choses, c'est belle, tu peux l'acheter, la mettre à côté, et puis les moments... Tu sais que tu la vendras quoi qu'il se passe. Donc, il n'y a pas une seule montre que toi, tu gardes et que tu vas garder... Je te dis la vérité, vraiment pas. Moi, j'ai un stock sûrement intéressant en considérant la différentes marques qui me plaisent. Moi, j'achète vraiment presque tous des années 1905-10 jusqu'à les années 1990, Ouais. jusqu'à les montres dehors de production qui ne sont pas plus produites par les différentes maisons, mais surtout peut-être par Patek ou par Rolex. Mais il n'y a pas une montre que je te dirais, je ne la vendrai jamais. D'accord. Il y a des Alors, montres si je que je pose te une dis, question- il y a des montres, comme je te dis, j'ai une fesse de lune en acier 60-62 Oyster, que je l'ai de 1992. Mais je te dis la vérité, de 1992, je l'ai acheté et vendu déjà 3 fois. Et chaque fois que les clients qui la possèdent, ils décident de la vendre, moi je me fais sûr que c'est moi que je l'achète parce que je l'aime beaucoup. C'est une montre exceptionnelle au niveau des qualités. Pour finir l'interview, si tu devais me donner le podium, donc 1, 2, 3, des 3 montres stars qui vraiment, pour toi, il faut investir aujourd'hui. Il faudra investir dans quel type de pièces? Bon, Rolex, Patek, absolument. mais... Ah, c'est facile. C'est facile pour ce que je pense. Pour moi, une des montres les plus intéressantes à acheter aujourd'hui dans les marchés, si on a la possibilité de faire un achat pour de l'argent assez important, ça serait un 15-18 de Patek Philippe, la D'accord. montre faite... Le premier QP? Le premier chronographe calendrier perpétuel, tu sais, fait dans les années 40 et terminé au début des années 50. Ils ont fait que 281 exemplaires et la plupart c'est en or jaune. Puis on connaît des exemplaires exceptionnels en or rose et seulement 4 montres en acier. Ils sont connus dans le monde. Et moi, j'ai l'honneur et le plaisir que tous les 4 montres, je les possédé une fois et je les vendu à des amis. Et de toute façon, je pense que c'est encore aujourd'hui une montre belle comme ça en or jaune. C'est un incroyable investissement et un incroyable belle montre de très grande satisfaction. Et en termes de prix, on est... En termes de prix, aujourd'hui, pour une belle montre, le prix, ça part de 250 000 euros Ouais. jusqu'aux 350 000 pour les exemplaires exceptionnels. Tu vois, il y avait la montre de King Farouk à la vente de Patek. Et je l'ai regardée, je la connaissais déjà. C'était vraiment une belle montre qui était déjà vendue il y a peut-être 15-18 ans par Antiquorum à l'époque. Et c'est une belle montre. Elle a fait, comme je pense, 330 000 euros avec la commission. Et je pense que qu'il a acheté, il a fait un très bon achat, un très bon achat et un très bon investissement. D'accord. Et sinon, Deuxième position, je te dirais, si on va complètement à l'opposé et on doit considérer une belle montre achetée mais sans dépenser l'argent qu'il faut pour des Patek Philippe compliqués. Moi, j'aime beaucoup le marché des Omega Speedmaster. Je pense que c'est un marché très intéressant. Les Omega, c'est une des marques les plus incroyables au monde. Ils ont fait des montres exceptionnelles à partir de la fin des années 20. Beaucoup d'innovation. Beaucoup d'innovation. Ils ont toujours été au début de toutes les innovations technologiques, aussi, ils ont fait vraiment pièces d'art avec les cadrans compliqués des années 30. Et là, on est dans quel prix? Bon, une Omega Speedmaster, ça part de 2000 euros. Ça part de 2000, et il arrive aussi à 70, à 80 pour les montres les plus exceptionnelles. Oui. Mais une belle montre de 10 000, 15 000 euros avec une série particulière des années 70. Sans épaulement de remontoir, oui, etc.
peut-être avec un cadran un peu tropical, choses comme ça. C'est une montre très jolie à porter tous les jours. Et sûrement aussi là-bas, aussi un très bon investissement. Troisième position? Rolex. Évidemment, ouais. Je suis même surpris que tu la mettes en troisième position. Mais je te dis, c'est pas une chose... moi, je suis vraiment un grand... j'aime beaucoup les Patek Philippe, alors c'est pour ça peut-être. Moi, Rolex, c'est une marque incroyable, j'aime beaucoup, je la conseille toujours à les amis, aux clients, au niveau de portabilité, au niveau de goût, au niveau de... C'est indémodable. C'était à la mode il y a 50 ans, c'est à la mode aujourd'hui, ça sera à la mode dans 50 ans. Et je te dis, tous les montres sportives en acier faites à partir de la moitié des années 50 jusqu'à les années 80, ils sont toutes des choses que tout le monde peut acheter sans problème. Moi, ma montre préférée, ou la montre que je préfère toujours acheter quand je ne trouve une en belle condition, c'est la 6542 Bakelite de GMT. GMT Master, la première. Et ça, je pense aussi, c'est une montre encore très undervalued, comme on dit. Elle est pas sous-évaluée. Sous-évaluée parce que c'est une montre de toute façon une innovation technologique, celle du double fuseau horaire pour Rolex, c'est une chose vraiment très importante. Et puis avec la collaboration avec Panam qu'ils doivent avoir faite, et avec les choses le fait que la montre c'était vraiment une double fuseau horaire qui pouvait garder. C'était encore une tool watch pour les commandants de bord. Absolument. Et cette lunette Bakelite, c'était une chose extraordinaire à voir. La profondeur quand tu la trouves en belle condition, en bon état, c'est vraiment... C'est de plus en plus compliqué d'ailleurs. Absolument. Ça, je pense qu'avec ce type de montres, avec ce type d'investissement, tu peux construire ta collection et avoir des choses qui ont une saveur particulière quand tu les portes, et ils te donnent des satisfactions sûrement tous les jours incroyables. D'accord. Dernière question, David. Forcément, je suis obligé de te poser cette question-là. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui comme montre? Aujourd'hui, j'ai une Rolex des années 40, de la fin des années 40. C'est une monoblocco et on l'appelle en italien, il y a donné ce nom qui puis est devenu un peu international, de Barilotto. C'est une référence 35-25. Et ça, c'est une des montres qui est sur mon catalogue des 100 montres les plus belles dans mon stock au moment. Et c'est en or rose et c'est vendu par Serpiculaino. C'est le retailer de Caracas, de Caracas, Venezuela, dans les années 50. Et c'est vraiment un état étonnant parce qu'elle a son bracelet d'origine, qui c'est un des vieux bracelets très lourd, les cadrans roses, et il y a toute l'oxydation parce que ça a été gardé pour plus que peut-être 20-25 ans dans un coffre de sécurité. C'était d'une famille privée que je l'ai acheté. Et c'est une montre vraiment avec toute la saveur particulière de Rolex de l'époque, et une des premières montres étanches qu'ils ont jamais construites. L'état de conservation est magnifique. C'est incroyable. En termes de prix, c'est... C'est une montre qui, aujourd'hui, c'est au niveau de 150 000 € les valeurs. Je l'ai amenée à Paris parce que j'ai un ami là-bas qui veut la voir pour regarder si c'est la montre pour lui. D'accord. Merci beaucoup, David. Mon plaisir. Pour la montre. Merci de nous avoir reçus, je te rends la montre. Et au plaisir de se revoir très bientôt. Absolument. Merci beaucoup. Merci David. Ciao.